Je crois que le monde entier sous-estime le pouvoir des habitudes. En tant que créateur d'une entreprise qui conjugue à la fois mode masculine et contenu pédagogique nommé Bonne Gueule, quand on me demande des conseils et que je réponds que les habitudes sont clés, j'ai toujours l'impression que ma réponse déçoit mon interlocuteur. Certains pensent que réussir suppose de déplacer des montagnes, d'être un génie, de se surpasser sans arrêt, etc. Mais ils ne comprennent pas que ces conditions de réussite sont créées par des habitudes au quotidien, parfois toutes simples, presque insignifiantes. C'est d'ailleurs presque trop simple pour qu'ils puissent l'accueillir et l'accepter. La motivation pour se lancer un nouveau défi, les connaissances pour l'appréhender au mieux, la discipline pour s'y tenir, tout ça ne tombe pas du ciel. C'est façonné au quotidien grâce au pouvoir des habitudes. Pour moi, si la réussite est une fusée qui décolle, les bonnes habitudes vont être les minuscules variations d'angle au décollage qui, des millions de kilomètres plus tard, vont envoyer cette fusée dans la bonne destination ou pas. En plus de 10 ans d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a eu quelques habitudes significatives dans ma vie. Chaque jour, lire un article, un forum, un livre qui permet de garder la flamme allumée plus de 10 ans après. Chaque jour, lire du contenu sur la création d'entreprise et la croissance, sur le marketing pour garder à jour ses modèles mentaux d'entrepreneur. Chaque jour, entretenir de la gratitude envers tout. La chance de vivre de sa passion et mes proches qui me soutiennent. Et oui, à force de lire du contenu sur de la mode masculine, j'ai eu envie d'en créer. À force de lire du contenu sur la création d'entreprise, j'ai eu envie de me lancer dans le grand bain. À force d'entretenir la gratitude, j'ai su bien m'entourer, que ça soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Voilà, c'est ça la magie des habitudes. Et c'est presque trop beau pour être vrai. Parce qu'on parle souvent de mauvaises habitudes dont il faut se débarrasser dans notre société, mais trop peu de bonnes habitudes non pas à prendre, mais à construire. Regardez la vie de quelqu'un insatisfait de sa situation. Vous pouvez être sûr que vous trouverez nombre de mauvaises habitudes qui l'empêchent d'être là où il veut. Que ça soit pour créer une entreprise, trouver l'amour, développer un cercle social ou tout ça à la fois. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de méthode, il est simple de créer des habitudes qui changeront à tout jamais votre vie. Et c'est Honour qui sera votre guide pour ce merveilleux voyage qu'est l'amélioration de soi-même. Ah, une dernière chose. Pour qu'une habitude soit efficace, il ne faut pas qu'elle s'insère avec trop de friction dans votre quotidien, à moins d'avoir une très grosse discipline d'athlète olympique, discipline qui aura été façonnée par des années d'habitude d'ailleurs. Non, la puissance d'une habitude réside dans sa simplicité et dans sa régularité. Ayez ça en tête. Commencez à votre rythme. Prenez le temps de vous approprier la joie d'une habitude positive et laissez le temps faire le reste. C'est la somme de ces centaines et minuscules choix qui vous amèneront à exprimer pleinement votre plein potentiel. Faites confiance à Honour. C'est un pédagogue exceptionnel sur le sujet. Je le sais, car nous avons travaillé ensemble. Introduction. Tout commence par nos habitudes. Surveillez vos pensées car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots car ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions car elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes car elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité car elle devient votre destin. Lao Tzu, philosophe chinois. Mon histoire. Statistiquement, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ne jamais écrire un livre et devenir ce que je suis devenu. Je suis né à Paris de parents immigrés, issus d'une condition sociale très précaire. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec une mère sans activité professionnelle. À l'école primaire, j'étais un peu timide et réservé, mais j'étais bon élève. Du moins au début. Dans son pays, ma mère avait arrêté l'école à l'âge de 10 ans.
Elle ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait pas m'aider à progresser. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision. Ma mère n'avait trouvé que ce moyen pour me canaliser. Malheureusement, j'avais développé une addiction qui n'aura pas été sans conséquence dans mes études. Je passe en seconde de justesse, grâce à mes notes en histoire, en géographie et en français. À 4 points près sur l'ensemble des épreuves, je n'avais pas mon brevet des collèges. Au lycée, je paie le prix de toutes ces années passées sans avoir travaillé. Je redouble ma seconde et me retrouve ensuite en première STI en spécialité génie électrotechnique, un bac qui me destinait à la production et à la maintenance d'automates programmables. Ma sensibilité étant celle d'un profil littéraire, j'étais resté en retrait de mes études. Dans les 5 mois qui précèdent l'épreuve du baccalauréat, mon professeur principal me dit que si je continue comme ça, je n'obtiendrai pas mon diplôme. De toute évidence, je ne suis pas né sous la bonne étoile. Je suis né pauvre, dans des conditions très précaires, je ne mangeais pas à ma faim, je n'ai pas fêté mon anniversaire ou même Noël. Je ne partais pas en vacances faute de moyens et rien ne m'encourageait à libérer mon potentiel. J'étais frustré et en colère, parce que je n'avais pas eu la chance de naître dans une famille plus aisée. C'est le côté injuste de la vie. Les cartes sont distribuées et je ne partais pas avec le meilleur jeu. Je me sentais impuissant, désespéré et convaincu que je n'avais pas le pouvoir de changer ce qui semblait être mon destin. Heureusement, mon professeur de philosophie a compris cela, et nous avons pu entretenir une longue correspondance au cours de mon année de terminale. Son soutien a joué un rôle majeur. Il était un peu ce père que je n'avais jamais eu, un phare qui me guidait dans l'obscurité. Peu après, j'ai joué un rôle actif dans le conseil de la vie lycéenne où j'ai pu gagner la sympathie de la proviseure qui s'est montrée bienveillante envers moi. Ce rôle de conseiller et la confiance de la proviseure ont été un vrai déclic dans ma vie. Je ne pouvais pas rattraper toutes ces années de retard et de mauvaises habitudes, mais je me suis engagé à faire des efforts pour témoigner de ma bonne volonté. À la veille de la première épreuve de spécialité, la plus importante, je m'étais surpris à prier pour la première fois et à parler tout seul. Ça y est, je devenais fou. Le lendemain, j'avais une chance sur 6 de tomber sur le sujet que j'avais révisé et pratiquement mémorisé par cœur. Autrement dit, mon redoublement était quasiment assuré. Contre toute attente, j'avais pioché le sujet que j'espérais tant. J'ai pu limiter la casse dans les autres matières scientifiques et obtenir mon bac. Maintenant, j'étais libre. J'ai poursuivi mes études à l'université Sorbonne Nouvelle, où j'ai pu décrocher un entretien avec le directeur de l'unité de recherche. Je lui avais confié mon histoire dans un courriel et il avait souhaité me rencontrer. Peu après notre entretien, je fus admis dans la formation que je voulais, une licence de communication et de lettres modernes. Cela a été une grande victoire. C'était un nouveau monde que j'attendais avec beaucoup d'excitation. Seulement, j'avais entretenu tellement d'attentes que je suis tombé de haut. Très haut. Je n'étais pas prêt à suivre autant de cours théoriques. Je n'en comprenais pas l'intérêt, ni même la portée. J'ai fini par choisir les cours qui m'intéressaient le plus, désertant l'amphithéâtre pour les autres. À la fin de l'année universitaire, je me retrouve avec 10 matières à rattraper, dont une où je n'étais jamais allé en cours. Je ne savais même pas que j'y étais inscrit. J'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter mes études à ce moment-là. Mais je m'étais tellement démené pour mon admission à l'université que j'ai décidé d'assumer mes bêtises dans un sursaut d'orgueil. Le passage en seconde année s'est joué en une semaine de rattrapage stressante et décisive. Je me suis jeté à corps perdu dans des séances de révision intenses, sans être convaincu pour autant que la réussite était encore à ma portée. Et, à ma grande surprise, j'avais réussi. J'avais validé mon admission en seconde année. Cela a été déterminant pour la suite. Ma revanche sur la vie. La philosophe Chantal Jacquet a proposé un néologisme, les transclasses,
pour définir les personnes qui réussissent à braver les lois de la reproduction sociale, à se sortir des déterminismes sociaux et des milieux défavorisés pour passer de l'autre côté. Je me reconnais dans cette définition. Si je n'avais pas poursuivi mes études, je n'aurais pas pu jouir de la liberté intellectuelle que l'université m'a accordée ou rencontrer toutes les personnes qui allaient m'aider. Comme le disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. J'ai ainsi cherché à pousser toutes les portes qui se présentaient sur mon chemin. Cela m'a conduit à produire et à animer une émission de radio hebdomadaire, à diriger des équipes, à gérer des communautés, à m'initier un peu au journalisme, à faire un stage incroyable à France Culture, à accompagner des porteurs de projets, à représenter mon université pour une mission au ministère de l'Enseignement supérieur, à tester des vêtements de qualité pour Bonne Gueule, à donner des cours, et j'ai même écrit des sketchs pour un humoriste. Après mon Master 1 en information et communication, je me suis intéressé au monde entrepreneurial. En 2015, j'ai participé au tour Ticket for Change, un programme visant à accélérer les premières étapes pour approfondir, tester et lancer un projet entrepreneurial à impact positif. Cela a été l'une des plus grandes expériences humaines que j'ai pu vivre à ce jour. Pour la première fois, j'ai été invité à l'introspection et à explorer de nouvelles perspectives qui étaient inédites pour moi. Ce moment bouleversant m'a amené à me remettre profondément en question pour trouver un sens à ma vie. Une porte était entrouverte, mais il me manquait encore quelque chose pour agir. C'est ainsi que j'ai réussi à rejoindre Lyon, une formation lancée par The Family, qui se présente comme l'école de l'avant-garde des employés. Grâce à cette expérience, je me suis un peu initié à la culture et à l'esprit start-up. J'ai fait quelques belles rencontres et j'ai mieux compris le monde entrepreneurial. Mais j'ai surtout réalisé que je ne pouvais pas me résoudre à être un employé, à travailler pour les rêves des autres, à épouser les valeurs morales et politiques d'un leader qui ne m'inspirerait pas. Au regard de ce constat, je me devais d'entreprendre pour conjuguer ma passion, ma vocation et ma mission en une profession inspirante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir une porte en combinant mes compétences et mes aspirations. Ce que j'ai appris sur les habitudes. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent? Ou pourquoi des personnes sont-elles en meilleure santé, plus efficaces et épanouies au travail, dans leurs relations sociales et dans leur vie personnelle? Après de nombreuses recherches, j'ai découvert que les personnes les plus performantes partagent souvent les mêmes tendances. Elles ne se laissent pas piéger par le plaisir immédiat. Elles concentrent tous leurs efforts dans leur travail pour en recueillir les bienfaits à long terme et, surtout, elles ont toutes des habitudes incroyables. Autrement dit, la réussite ne dépend pas de qui vous êtes, mais de ce que vous faites. Une habitude est un comportement ou une routine répétée tellement de fois que cela en est devenu plus ou moins automatique. De la manière dont nous occupons la première heure de notre journée à ce que nous finissons de faire avant de nous coucher, nos habitudes guident subtilement notre vie quotidienne. Des petits changements sans importance en apparence, comme économiser 1 euro ou fumer une seule cigarette, pourraient être à l'origine de vos plus grandes réussites ou problématiques, si vous êtes prêt à les conserver pendant des années. Nous faisons tous l'expérience de l'échec à différents degrés, mais la qualité de notre vie dépend à long terme de la qualité de nos habitudes. Si vous conservez les mêmes habitudes, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Mais avec de meilleures habitudes, nous pouvons tous changer, gravir les échelons de la grandeur et atteindre l'excellence. Sur ce principe, ma stratégie consistait à développer des habitudes saines qui devaient se traduire par des bénéfices à long terme. Avec le temps, j'ai accumulé de bonnes petites habitudes qui m'ont mené à des résultats dépassant mes espérances. Progressivement, j'ai constaté de nombreux changements. Je suis devenu plus efficace,
plus productif, moins anxieux, moins stressé. Et surtout, je vis mieux. Je me suis inspiré des meilleurs pour libérer mon potentiel. Les changements ont été tels que je suis convaincu que chacun peut y parvenir. Et ce livre audio va vous aider à réaliser votre potentiel. Supposons que vous lisiez 10 pages d'un livre avant de vous endormir. Cela ne vous rendra pas plus intelligent ou plus créatif, mais que se passerait-il si vous le faisiez pendant 1 an ? 10 pages par jour, c'est 3650 pages par an. Cela représente au moins 15 bons livres qui peuvent changer votre façon de résoudre des problèmes, d'acquérir de nouvelles compétences et de changer votre perception du monde. En 4 ans, vous aurez lu autant de livres, sinon plus, qu'un doctorant ou un grand patron du CAC 40 en une seule année. Vous pourriez décider de partager vos connaissances, gagner une audience, développer une expertise et pourquoi pas, écrire un livre. À votre avis, comment en suis-je arrivé jusqu'à vous ? Le fait que de petits changements peuvent mener à de grands succès peut sembler contre-intuitif. Tout le monde aspire à un changement radical, mais on ne se rend pas compte que les petites habitudes que nous adoptons chaque jour s'additionnent, cumulent et finissent par nous transformer au point d'influencer grandement notre avenir. Mon expérience m'a permis de tirer une leçon essentielle. Le succès est le résultat de bonnes petites habitudes qui peuvent mener à de grands résultats avec le temps. Comme le disait Jim Rohn, conférencier reconnu dans le développement personnel, le succès n'est rien de plus que de simples disciplines pratiquées chaque jour. Et l'échec n'est rien de plus que la répétition de quelques erreurs chaque jour. La clé pour faire de grands changements dans votre vie ne doit pas impliquer de bouleversements majeurs. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer. Au lieu de cela, vous pouvez adopter de minuscules modifications à votre comportement qui, si elles sont répétées à plusieurs reprises, deviendront des habitudes qui peuvent produire de grands résultats. En appliquant consciemment de bonnes routines, vous vous placez objectivement dans des conditions de réussite. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement réservé aux athlètes exceptionnels, aux entrepreneurs expérimentés ou aux leaders qui bénéficient d'un bon soutien. Cela est accessible à tous. Comment et pourquoi j'ai écrit ce livre ? Depuis 2016, j'ai écrit plus de 120 articles pour répondre à une question qui me semble essentielle. Quels sont les ingrédients qui font la réussite personnelle et professionnelle ? Après avoir lu plus d'1 millier d'articles et résumé plus de 80 best-sellers diversifiés, j'ai découvert comment le développement de bonnes habitudes au fil du temps peut transformer notre vie pour toujours. Au cours de mon cheminement personnel, j'ai réalisé le besoin de se fixer des objectifs clairs, de penser à long terme et de poursuivre un état d'apprentissage continu. En 2017, cela m'a amené à lancer la publication Essentiel, un média qui présente de grandes idées pour aider quiconque à devenir un meilleur leader, un entrepreneur plus efficace, un penseur plus réfléchi, un citoyen plus averti. Fin août 2017, j'ai lancé la Minute Essentielle, ma newsletter hebdomadaire qui partage des idées et des conseils pour mieux vivre et penser. La croissance est rapide et en quelques mois, j'atteins mon millier d'abonnés sans débourser le moindre centime. Début 2018, j'annonce à mes abonnés que ma résolution pour l'année est d'écrire un livre. 2 semaines plus tard, je suis contacté par Erol et je signe un contrat d'édition pour commencer à écrire l'ouvrage que vous êtes en train d'écouter. Ce livre est ma réponse à la question que je me suis posée il y a 3 ans, lorsque j'ai commencé à écrire. Alors, quels sont les ingrédients qui font la réussite personnelle et professionnelle ? Pour moi, une vie remarquable est construite sur un réseau de routines positives. Tout commence par nos habitudes, parce que nous sommes ce que nous faisons à répétition. Alors que j'ai finalisé ce livre fin 2018, la publication Essentiel compte plus de 4000 abonnés et reçoit plus de 50 000 visites mensuelles.
Je n'aurais jamais pensé atteindre autant de personnes. Et cela n'est qu'un début, car j'ai l'intention d'aller plus loin dans mes projets, afin d'aider un maximum de personnes à améliorer leurs habitudes, à accroître leurs performances et à libérer leur plein potentiel. Comment ce livre vous sera utile? Si vous éprouvez des difficultés pour changer de comportement, ne vous blâmez pas et ne critiquez pas votre motivation. Le problème, ce n'est pas vous, mais vos stratégies qui sont inefficaces. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Il est possible de changer vos habitudes si vous utilisez des stratégies appropriées qui soutiendront votre changement. Développer de nouvelles habitudes est une compétence, un super pouvoir sur lequel vous pouvez déterminer votre futur. Tout changement personnel réclame de la patience et nos habitudes définissent la trajectoire de nos résultats futurs, même si nous n'en voyons pas les résultats immédiats. De bonnes habitudes peuvent nous aider à exprimer notre plein potentiel. D'autre part, les mauvaises habitudes nous empêchent d'être nous-mêmes et nous privent de liberté. J'ai dû m'en remettre à de petites habitudes pour sortir de ma condition sociale, pour devenir plus fort, pour développer des compétences à la mesure de mes envies, pour devenir écrivain, pour entreprendre, pour m'entourer de gens de qualité et pour devenir un adulte responsable. Des petites habitudes m'ont aidé à libérer mon potentiel. Et depuis que vous avez acheté ce livre audio, je suppose que vous aimeriez aussi en faire l'expérience pour répondre à vos aspirations. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent développer de bonnes habitudes et se défaire des mauvaises routines, à tous ceux qui veulent améliorer leur qualité de vie personnelle et professionnelle en faisant des efforts réels soutenus dans le temps, et à tous ceux qui veulent changer, mais qui ne savent pas par où commencer. Où que vous vous trouviez dans votre vie aujourd'hui, vous serez en mesure de répondre à cette question simple mais décisive. Quelles petites habitudes puis-je mettre en place pour atteindre mes objectifs? Ce livre audio se divise en 3 parties. D'abord, une partie théorique, où vous découvrirez la base de la science du comportement et de la psychologie des habitudes. Ensuite, une partie stratégique, où je vous partagerai un plan détaillé pour créer de bonnes habitudes et en finir avec les mauvais automatismes. Enfin, une partie pratique, où je vous présenterai un référencement des 51 habitudes les plus pertinentes que j'ai trouvées dans les meilleurs livres ou que j'ai appliquées pour devenir la meilleure version de moi-même. Chaque habitude peut comprendre une histoire, un contexte, des chiffres et un plan d'action contenant des conseils et des astuces pour améliorer votre qualité de vie dans différents domaines comme la productivité, la santé, le développement personnel et les relations sociales. Le tout dans un format concis, pratique et accessible. Bien que beaucoup de mes recherches s'appuient sur la science, ce livre audio est un manuel d'utilisation. Il se veut d'abord et avant tout pratique. Imaginez que vous faites ce qu'il faut pour vous améliorer de 1% chaque jour. Où en serez-vous dans 5 ou 10 ans? Après avoir écouté cet ouvrage, vous aurez les clés pour vous permettre de changer par vous-même grâce à des stratégies qui vous placeront dans une dynamique de progression et d'optimisation. Je ne vais pas vous mentir, cela ne sera pas toujours facile, mais pour chaque effort sérieux, la récompense sera de taille. Ce livre audio sera votre compagnon de route pour vous guider et vous inspirer à l'action. C'est un voyage au long cours que nous allons entreprendre ensemble. Et souvenez-vous, changez vos habitudes. C'est changer votre vie. Première partie. Les principes fondamentaux, comprendre la base de la psychologie des habitudes. Dans la vie, vous n'avez aucun contrôle sur tout ce qui vous a façonné depuis votre naissance. Vous n'avez pas choisi vos parents, votre lieu de naissance, l'époque à laquelle vous vivez, votre apparence physique, votre école, etc. Bien que votre marge de contrôle soit faible, vous avez le pouvoir de l'étendre par la maîtrise de vous-même. Si vous savez qui vous êtes, quelles sont vos compétences, que vous savez comment les émotions gouvernent votre vie,
que vous appreniez quelles sont vos faiblesses et comment les contrôler, alors vous disposerez d'un immense pouvoir. En sachant qui vous êtes, en comprenant les autres et comment ils opèrent pour éviter des erreurs maladroites, vous pouvez améliorer cette petite marge de contrôle et devenir la meilleure version de vous-même. Nous pensons que nous sommes des êtres rationnels et réfléchis, alors que nous sommes bien plus prévisibles que nous le pensons. Nous sommes soumis aux mêmes forces qui fondent notre nature humaine. Nous portons les mêmes besoins, envies et émotions que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Mais aujourd'hui, nous disposons des connaissances pour mieux comprendre la raison de nos comportements et ce qui nous motive à agir. Avant de chercher à savoir comment développer de nouvelles habitudes, vous devez comprendre ce qu'elles sont pour en saisir leur nature profonde. Tout comportement n'est pas inné, mais provient d'une succession d'interactions entre vous, votre environnement et d'autres forces objectives et extérieures qui vous échappent. C'est pourquoi je vous propose un petit panorama de certains des plus grands travaux de la science du comportement, afin de clarifier l'ensemble des caractères communs qui nous poussent à agir et à apprendre. Ensuite, nous découvrirons pourquoi le cerveau est si attaché aux habitudes, pourquoi la motivation n'est pas une alliée fiable pour changer à long terme et comment une habitude suit une boucle neurologique récurrente. Enfin, vous comprendrez pourquoi notre nature humaine nous entraîne inévitablement à prendre de mauvaises décisions et à avoir de mauvais comportements. Comment entraîner un cerveau ? Je ne vois pas les émotions et les sentiments comme les qualités intangibles et vaporeuses que beaucoup supposent qu'ils sont. Leur sujet est concret, et ils peuvent être liés à des systèmes spécifiques du corps et du cerveau, pas moins que la vision ou la parole. Antonio Damasio, neuroscientifique et auteur du livre « L'erreur de Descartes ». À table, le conditionnement classique. Dans les années 1890, le physiologiste russe Ivan Pavlov, 1849-1936, étudiait la salivation des chiens après les avoir nourris. Alors qu'il étudiait ces chiens, il se passa quelque chose d'étrange. Ces derniers commençaient à saliver au son des pas de l'assistant de Pavlov, qui leur apportait à manger. Que s'est-il passé pour obtenir cette réaction ? Pour le savoir, Pavlov a décidé d'associer la présence de nourriture qui fait saliver les chiens à de nombreux stimuli neutres, comme le son d'un métronome ou la lumière d'une lampe. Un stimulus est tout ce qui stimule vos sens et déclenche un réflexe dans votre organisme. C'est tout ce que vous pouvez entendre, voir, sentir, goûter ou toucher. Les stimuli peuvent produire une réponse nerveuse, musculaire ou endocrinienne. Dans des conditions normales, un chien salive à la vue et à l'odeur de la nourriture. C'est naturel. La nourriture est appelée stimulus inconditionnel et la salivation, réponse inconditionnelle. Après un certain temps de conditionnement, les chiens associèrent le son d'un métronome à la nourriture. Ils ont appris que lorsqu'ils entendaient le métronome, ils allaient être nourris. Par la suite, le son du métronome a suffi à faire saliver les chiens même sans nourriture. Ils s'attendaient à être nourris au son du métronome. Pavlov a découvert le conditionnement classique qui constitue à associer un stimulus inconditionnel à un nouveau stimulus neutre, lequel va susciter la même réaction. Lorsque Pavlov comprend que les animaux font preuve d'apprentissage par association, il réalise qu'il a fait une découverte scientifique importante. Ses travaux suggéraient que le conditionnement classique aidait un animal à survivre en adaptant son comportement à son environnement. Ici, le chien a appris que le son d'un métronome signifie nourriture, et puisque nourriture signifie survie, il doit l'assimiler s'il veut survivre. Le conditionnement classique fonctionne avec les animaux, mais également avec les humains. Et cela sera développé par Watson plus tard. L'expérience est tout, le behaviorisme. Le travail de Pavlov s'est peu à peu fait connaître en Occident, en particulier grâce aux écrits du psychologue américain John Brodus Watson, 1878-1958, qui deviendra le fondateur du behaviorisme.
Une approche qui considère la psychologie comme une science empirique et rigoureuse, axée sur des comportements objectifs et observables, et non sur des processus mentaux inobservables comme la pensée et les sentiments. Pour les behavioristes, comme l'a montré John Brodus Watson, nos comportements, aussi complexes soient-ils, ne seraient que des modèles de stimulus et de réponse, ou un ensemble d'interactions entre l'individu et son environnement. Concrètement, cela signifie que la vue ou l'odorat peuvent influencer la façon dont nos muscles se contractent ou se détendent, que nos humeurs fluctuent ou même la façon dont nos habitudes se développent. Compliqué? Alors, prenons l'exemple suivant. Si je vous dis « relax » et que quelqu'un tire un coup de feu au même moment, vous serez effrayé et confus. Après 5 ou 6 répétitions de « relax », le simple fait de dire le mot « relax » produira une réponse négative au lieu de la réaction habituellement apprise. Watson niait complètement l'existence de l'esprit, de la conscience ou de l'introspection. Il pensait que toutes les différences de comportement individuels étaient dues à des expériences d'apprentissage différentes. Il a même dit « Donnez-moi une douzaine d'enfants bien portants, bien conformes et mon propre milieu spécifique pour les élever, et je garantis de prendre chacun au hasard et d'en faire n'importe quel type de spécialiste existant. Docteur, avocat, artiste, commerçant et même mendiant et voleur, sans tenir compte de ses talents, penchants, tendances, capacités de sa vocation, ni de la race de ses ancêtres. » Pour Watson, le concept de conditionnement classique de Pavlov était le mécanisme psychologique fondamental qui influence le comportement humain. Dans son expérience la plus célèbre et la plus controversée, Watson a conditionné un enfant de 9 mois, surnommé Petit Albert, à avoir peur d'un rat blanc. Il l'a fait en associant le rat à un son violent et très effrayant, à plusieurs reprises. Puis, il a montré que la terreur de l'enfant pouvait s'étendre et se généraliser à d'autres choses blanches et poilues, comme des lapins, des chiens ou même des manteaux de fourrure. Bien sûr, cela ne se fait plus aujourd'hui pour des raisons éthiques, mais les travaux de Watson ont amené d'autres psychologues à se demander si les adultes aussi se résumaient à une enveloppe remplie d'émotions conditionnées. Et si c'était vrai, est-ce qu'un nouveau conditionnement pourrait annuler un précédent? Par exemple, si vous aviez une phobie des cafards, des nombrils et des kiwis, mais que vous deviez regarder et caresser 10 fois par jour un cafard, votre nombril ou un kiwi pendant 2 semaines, votre peur disparaîtrait-elle? Eh bien, cela pourrait disparaître ou au contraire s'amplifier, selon les individus et le contexte. Nous venons de voir la base du conditionnement classique, mais il existe aussi un autre type d'apprentissage par association, le conditionnement opérant, la découverte majeure de Burrus Frederick Skinner, dont les travaux d'Edward Thorndike ont influencé ses recherches.